Bonjour à tous, on est absolument super content de vous retrouver. J'espère que vous avez tous bien réussi à pouvoir vous connecter. Donc voilà, c'est le grand jour, il est 13h30 et quelques secondes et on est réunis avec Marcel, que tout le monde connaît parce que bien entendu on vous a parlé de Marcel et de Joseph en permanence. Joseph n'est pas sur le plateau mais on sait qu'il est derrière son ordinateur et on lui fait coucou Joseph. Donc voilà, on est parti pour 1h30 d'émission pendant laquelle vous allez pouvoir nous entendre parler, pouvoir nous poser surtout des questions, poser des questions en direct à Marcel, voir quelques petites vidéos qu'on a réussi à tourner au Népal du mieux que l'on a pu, et puis aussi pouvoir répondre à quelques petits sondages. Alors, on vous rappelle déjà l'opération Pile Solidaire de cette année en quelques chiffres, parce que les chiffres sont merveilleux, ils sont magiques. Vous avez été 1418 établissements scolaires à vous engager dans cette opération. Et ça, c'est déjà quelque chose d'absolument magnifique. On espérait avoir 40 tonnes de piles collectées. Ce matin, nous avions plus de 73 tonnes déjà annoncées. Petit message d'ailleurs pour ceux qui n'ont pas encore eu le temps de nous renseigner le nombre de cartons de piles qu'ils avaient réussi à avoir. Faites-le vite sur votre espace, ce serait vraiment superbe. Autre petit point technique, les enlèvements ont commencé. Ne vous affolez pas si ils sont toujours, le camion n'est pas passé encore dans votre établissement. Ça ne saurait tarder. Et pour ceux qui ont renseigné les informations, nous ont donné les informations tardivement, on fera aussi des enlèvements au mois de septembre. Voilà. Alors, comment va se dérouler l'émission? Écoutez, c'est assez simple. Enfin, du moins, nous, on espère ici que ça va être assez simple. Le principe est le suivant. Donc, sur les ordinateurs que vous avez, en principe, vous avez sur la partie gauche l'endroit où on est en train de se voir et voilà, vous êtes en train de suivre l'émission. Et puis, sur la partie droite de votre écran, c'est un espace de chat. Donc, il suffit que vous renseigniez le nom de l'école, que vous cliquez sur la case et que vous cliquez ensuite sur le petit bouton « Rejoindre » et vous pouvez nous envoyer des premiers messages, des petits bonjours, des petits coucous. Faites-le, comme ça on est sûr que tout est bien. Si vous avez un énorme souci technique, la bonne fée Aude est dans les locaux et vous pouvez la joindre sur le numéro habituel. Alors on voit quand même qu'on a une école Saint-Michel à Mallory en Guyane qui nous a rejoint, qui a déjà envoyé un petit message. Donc voilà, bonjour à la Guyane, parce que l'opération Pile Solidaire s'est aussi passée aussi loin que cela. Alors, commencez à poser des questions. Ce qui va se passer derrière, c'est qu'il y a Camille et Julien, que vous découvrirez un petit peu plus tard, qui vont recevoir les questions et qui vont nous les renvoyer au fil de l'eau. Quand il y aura des questions qui sont très, très, très similaires, ils vont un petit peu les regrouper de manière à ce qu'on ne répète pas trop les mêmes questions. Et puis surtout, ça nous permettra aussi de pouvoir regrouper les questions qui sont très très techniques, parce qu'à la fin de l'émission, on sera rejoint par Thierry et Yann. Thierry, trésorier d'Électriciens sans frontières, et Yann pour toutes les questions qui vont traiter du recyclage des piles, puisque c'est Monsieur Battery Box. Voilà. Donc, on va pouvoir répondre à toutes ces questions. Alors, pour être sûr que vous soyez bien familier avec l'outil de chat, on vous propose... Alors, on a plein de coucou, on a plein de bonjour. Bonjour à tous. Je ne peux pas lire tous les noms d'écoles qui arrivent, mais c'est merveilleux. Voilà, c'est super. C'est toujours un moment assez émouvant de voir que vous êtes tous connectés. Et ça, c'est magnifique. On a Villepinte, on a... je vois pas bien, mais Joseph Viala. Bonjour au collège, bonjour à tout le monde. Bravo. C'est génial de vous avoir. Ça c'est super émouvant. Bon, alors, on voudrait quand même vous voir connecter, bien sûr, le petit sondage. Donc, on va lancer un premier petit sondage que vous allez voir s'afficher sur la partie droite de votre écran, dans la partie de chat. Alors, une première question qui nous intéresse beaucoup. Nous aimerions savoir si, avant l'opération Pile Solidaire, saviez-vous que les piles et les batteries se recyclaient? Vous répondez oui ou non. Deuxième petite question dans le même sondage. Est-ce que vous apportiez vos piles et batteries dans un point de collecte avant l'opération Pile Solidaire? Vous répondez oui ou non. Bon, maintenant,
Alors, pendant que vous répondez à ce sondage et que vous nous préparez et nous communiquez vos questions, alors, on a une première question quand même. Peut-on continuer à remplir? Oui, remplissez. Remplissez le plus que vous pouvez. Continuez à collecter. Continuez à collecter. Et surtout, voilà, on va faire le maximum pour venir tout enlever. Et sinon, bien entendu, vous continuez à remplir à la rentrée. Et vous pouvez même commencer à vous préinscrire pour la prochaine opération Pile Solidaire. Car la grande nouvelle de cette année, c'était que oui, il y aura une 4e édition de l'opération Pile Solidaire. Donc, continuez à remplir pour la rentrée, il n'y a pas de souci. Bon, alors Marcel. Oui, Marcel. Oui, voilà Marcel. Alors, vous savez, il faut que je vous remette un petit peu dans la confidence. Marcel a été opéré du genou, donc maintenant, il a quand même réussi à venir jusqu'à nous, ce qui est un grand moment. Absolument génial, mais il ne veut pas qu'on en parle, donc on n'en parle pas. Ça fait plaisir. Voilà. Bon, alors Marcel, j'aimerais bien que tu nous rappelles comment se sont déroulées les 2 phases de travaux. Donc la phase de travaux à Tapting en novembre et la phase de travaux à Fatange que j'ai eu la chance de pouvoir suivre un petit peu. Alors, comment ça s'est passé? Oui, tout à fait. Ça a commencé déjà il y a quelques années. Nous étions en mission au Népal à Deossa et nous étions à 2 jours de marche de Tapting et de Fatange. C'est une demande d'une association du Jura auquel ils nous ont demandé pour aller faire une identification de ces deux écoles pour voir s'il y a une possibilité d'électrification. Suite après, à la fin de la mission de Deossa, nous sommes allés à Tapting, auquel nous avons été reçus chaleureusement. Nous avons pu faire une identification des écoles, c'est-à-dire qu'il y avait 2 écoles secondaires, une école primaire et un dispensaire. La demande était assez forte, d'où le fait de séparer la mission en 2. Faire une partie du côté de Tapting, du fait qu'à Tapting, il y avait le point d'eau auquel on pouvait installer une microcentrale électrique. Et après, la deuxième mission, qui était cette année au mois d'avril, de remonter sur Fatange et de faire le dispensaire. Lors de notre intervention au mois de novembre sur Tapting, les travaux se sont bien avancés du fait qu'on a eu un renfort de Archange, un jeune étudiant qui faisait son stage d'ingénieur, qui est venu en renfort et ça nous a permis de gagner un peu de temps. C'est-à-dire que nous avons fait l'électrification de Tapting, de l'école secondaire de Tapting, l'électrification de l'école primaire de Tapting, et on a pu accéder au dispensaire et faire une partie du dispensaire, qui n'était pas prévue dans la mission du mois de novembre. Et donc, en avril, là, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, en avril, du fait que la séparation, comme Tapting était en basse altitude à 2400 mètres et Fatange à 2700 mètres, nous avons eu accès directement à Fatange pour pouvoir électrifier l'école secondaire de Fatange et de finir le dispensaire. Ça nous a pris moins de temps que Tapting, du fait de la centrale et de l'électrification des 2 écoles. Nous ne sommes restés que 3 semaines. Et ça leur a pris moins de temps, pourtant j'étais là, mais je n'ai pas été aussi efficace au niveau électrique que Archange. Voilà, j'étais pas... Les seuls clous qui sont plantés de travers, sachez-le, à Fatange, c'est moi qui les ai plantés. Donc voilà. Ça a été rectifié. Ça a été rectifié entre-temps. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, Marcel, au Népal, où se sont déroulés à peu près ces travaux? Oui, bien sûr. Lorsque nous sommes intervenus à Deossa, qui est complètement à l'ouest, vous avez le district, le village où il y a le village responsable, en fin de compte, le district de la région. La région du Solukombu, ça s'appelle Saleri. Lorsque nous sommes intervenus à Deossa, qui est encore plus à l'est de Saleri, et Tapting, qui a une journée de marche à l'ouest de Saleri. C'est une bonne journée de marche qui demande à faire de la montagne. C'est sur des chemins un peu escarpés. Il n'y avait pas d'accès en voiture, rien du tout. Et le Tapting, en fin de compte, c'est au fond d'une vallée. C'est une région qui est boisée, un peu déforestée du fait de la culture, puisque c'est un monde rural, paysan. Il n'y a pas d'industrie, il n'y a rien. Il faut s'imaginer un tout petit village en montagne qui est escarpé tout au flanc de la montagne et qui est difficile en accès. C'est très difficile d'accès. Alors justement, juste pour vous rappeler, mais ça on l'avait dit dans le carnet de voyage, c'est vrai que pour aller de Katmandou à Fatange au mois d'avril, il a fallu faire 11 heures de 4x4 et je peux vous dire que c'était 11 heures
difficile alors qu'il n'y a que 250 km, donc finalement une assez courte distance. Mais ce sont vraiment des conditions de circulation difficiles. La plupart du temps d'ailleurs dans ces villages, les gens font tout à pied. Les routes sont extrêmement défoncées. Donc on va vous lancer une petite vidéo pour vous montrer quelques moments du voyage, à quoi ressemblent finalement les villages que l'on traverse. Et puis on reprend après pour tout ça. Donc on va lancer une très très courte vidéo pour vous montrer quelques instants du voyage. Voilà, donc vous avez vu quelques instants de ce voyage. Ce qu'on n'a pas pu vous mettre, c'était que pendant 11 heures, en fait, on a eu la musique népalaise à fond dans le 4x4. Vous avez vu les petites chèvres avec Marcel assis. En fait, c'était un moment où on a bu un petit thé. Alors, vous avez les chèvres qui viennent pour éventuellement finir de lécher, soit faire la vaisselle avant dans la tasse de thé, soit lécher les tasses de thé une fois qu'elles ont été bues. Enfin, bon, bref. Et puis, vous avez l'arrivée dans le village. Il venait de Fatanj, il venait de pleuvoir. Il y avait eu un bon grain qui était tombé. Et puis, néanmoins, on est tout de suite accueillis avec des namastés. Et namasté, avec les deux mains jointes, signifie bonjour en népalais. Et donc ça, c'est un mot qu'on connaît très très vite. Alors dis-moi Marcel, est-ce que tu peux nous raconter comment se sont déroulés les travaux, par exemple sur Fatanj, comment ça s'est passé? Oui, bien sûr. Mais après une journée éreintée, bon, la mission commençait. Et il fallait commencer assez rapidement. Alors le soir même, on a été faire une petite virée sur l'école. Et on a eu la surprise de voir un bâtiment qui était complètement détruit et d'autres bâtiments qui étaient construits. Il y avait 2 bâtiments construits qui n'étaient pas prévus dans l'organisation. Et heureusement qu'on avait un peu de matériel de RAB, puisqu'on prévoit toujours. Alors, ce qui nous a permis le soir de faire le bilan et de commencer à déterminer quel bâtiment nous allions construire, électrifier. Alors, nous avons commencé par le bâtiment au niveau des instituteurs, qui était un petit peu le point central auquel l'arrivée électrique venait dans ce bâtiment-là, installer le disjoncteur, sécuriser un peu l'ensemble et qu'on puisse répartir tout le câblage sur les autres bâtiments. Est-ce que quand on fait des travaux comme ça, il y a toujours des surprises? Oui, bien sûr. Les surprises, c'était les bâtiments neufs et puis le bâtiment détruit. Alors, pour bien faire tout cela, ces bâtiments neufs, en fin de compte, ça se fait assez rapidement du fait que les villageois, ils contribuent à l'opération et ils viennent d'un coup de main. S'il y a un poteau à poser, s'il y a un câble à tirer, s'il faut raccorder le câble sur la ligne, ils sont là, ils sont prêts à nous donner un coup de main sur des échelles qui paraissent... Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que dans le carnet de voyage, je vous ai mis une photo où on voyait les échelles qui avaient été posées au-dessus, enfin pour rejoindre une alimentation. Et les 2 échelles mises l'une au-dessus de l'autre, là forcément, personne n'a voulu monter dessus. Alors, on a une question. Avez-vous appris quelques mots népalais? Alors, Marcel, tu en connais peut-être un peu plus que moi, parce que tu sais dire un peu plus de choses que moi. Moi, je sais dire bonjour, donc namasté.
Quand Oui. c'est une personne que vous respectez beaucoup, alors on dit namaskar. Et alors, attends, parce que je vais dire le dernier mot que j'ai appris. Alors, un mot qui est très important, c'est pour dire merci, et c'est danibat. Danibat. Et toi, tu sais dire quoi? Tapela costosa. Ça veut dire quoi? Tapela costosa, on demande à la personne si elle va bien. Et tu dis. Et la réponse de la personne, c'est chicha. Chicha, ça veut dire oui. Chicha, oui. Et Ça s'il veut veut dire. dire non? Ah bah, On ne sait pas. Bah, ils vont toujours bien. Alors, on a aussi une question, c'est jusqu'à quel âge les Népalais vont-ils à l'école? Ah oui, alors c'est difficile. ça c'est difficile de répondre. C'est difficile parce qu'il faut que vous vous rendiez compte que ces enfants dans les villages, ce sont des villages agricoles, dans un milieu rural. À chaque fois que les enfants arrêtent l'école, ils vont aider dans les champs. Puis c'est pas obligatoire. Et c'est vraiment, et les parents en ont besoin. C'est vraiment des milieux pauvres. C'est une vie difficile. C'est une vie très 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 rude. Hein, vraiment, j'ai été moi personnellement très bouleversée par ça. Donc en fait, les enfants vont à l'école quand les parents peuvent les envoyer. Parce qu'il faut, pareil, offrir un uniforme, etc. Et ils vont à l'école tant que les parents peuvent les envoyer. Parce que dans le village de Fatange, par exemple, au bout d'un moment, les gamins étaient trop âgés pour rester dans cette école de Fatange. Et encore faut-il que les parents aient les moyens de pouvoir les envoyer dans un collège ou un lycée qui va se trouver beaucoup plus loin. Donc il faut trouver un membre de la famille qui va pouvoir les héberger, etc. Donc il n'y a pas de règles comme pour nous en disant, comme dans nos écoles, où on se dit à 3 ans on commence l'école maternelle et puis on enchaîne comme ça le plus loin qu'on peut, éventuellement jusqu'au bac ou après. Donc là on est dans une situation complètement différente. On a une question aussi, c'est y a-t-il des collèges? Oui, il y a des collèges. Est-ce que je peux donner un complément? C'est-à-dire que l'école de Fatange, ça ne va pas de CM1, CM2 comme chez nous, ça va de 1 à 8. Fatange, c'était comme ça. Tapting, ça allait de 1 à 10. C'est-à-dire que les enfants de Fatange, quand ils avaient fini leur cursus à la 8e classe, ils descendaient à Tapting pour faire les 2 autres classes. Et après ces 2 autres classes-là, ils pouvaient aller dans un lycée. Et de lycée, il fallait soit aller à Saléry, qui était une journée de marche pour y aller, alors forcément les enfants étaient en pension, ou soit aller sur la capitale, sur Katmandou. Mais à partir de là, c'est de l'école privée. Il faut payer. C'est-à-dire que dans la famille, s'il y a plusieurs enfants, les parents misent sur un seul élève. L'élève va à l'éducation, apprend, et c'est lui qui assure tout le maintien de la famille. Donc, quand Marcel expliquait qu'on était sur les classes de 1 à 8, 1 c'est la plus petite classe. C'est vraiment les tout jeunes enfants qui rentrent là. Et ça dépend, l'âge varie énormément. Ce sont des classes qui sont assez hétérogènes en termes d'âge. Hein. Alors, on a... Est-ce que c'est les enfants de l'école qui chantaient dans la vidéo? Oui. C'était les enfants de l'école qui chantaient dans la vidéo et on va vous en montrer d'autres où ils chantent et ça c'était vraiment très très émouvant. Alors je crois qu'on avait la réponse au premier sondage, je ne sais pas si on l'a. Ah oui, alors donc on a les réponses. Avant l'opération pile solidaire, donc saviez-vous que les piles et batteries se recyclaient? Vous étiez 69% à nous dire oui. Vous étiez 31% à ne pas savoir que ça se recyclait. Apportiez-vous vos piles et batteries usagées dans un point de collecte? 78% le faisaient. Bravo, super, continuez surtout. 22% ne le faisaient pas, mais maintenant vous savez que voilà, on peut continuer et il faut surtout continuer à le faire. Alors, on va vous montrer une petite vidéo maintenant pour que vous découvriez les enfants tels qu'on les a vus le deuxième jour. Hein. Non, c'était notre premier jour à Fatange. Premier jour à Fatange, pendant que Joseph et Marcel étaient en train de trier le matériel, de vérifier le matériel qui allait être installé, etc. Les enfants du village sont arrivés, tous à pied, parfois de très loin, parce qu'on allait assister à une cérémonie, à la fois un petit peu pour nous remercier, mais avant tout aussi, c'était une cérémonie de remise des diplômes. Et voilà, on a été conviés à cela et puis on a vu plein de choses. Donc on va vous lancer la deuxième vidéo que vous allez voir pour faire découvrir ces enfants et leur classe.
Voilà, on est content que vous ayez pu voir ces images-là. Ce sont des enfants, vous avez vu, qui sont tellement beaux, enfin, ils sont tellement émouvants. Voilà, moi, je suis tombée amoureuse de tous ces enfants-là. Vous avez vu aussi alors leur uniforme, ce petit pantalon blanc pour les filles avec la jupe par-dessus et le pull vert. Je pense que vous avez remarqué aussi que ces enfants sont tous très habillés parce qu'il a fait froid, même au mois d'avril. Il faisait vraiment très froid, tout le temps. Il fait froid tout le temps, en fait, dans l'Himalaya, visiblement. Vous avez vu, on a essayé de vous montrer aussi leurs classes. C'est un grand dénuement. Donc le sol est en terre battue, et puis vous avez alors des fenêtres, et comme on vous l'a expliqué dans le carnet de voyage, il y a des fenêtres, mais il n'y a pas de vitres aux fenêtres. Ce qui veut dire que vous vous imaginez, hein, dans la vallée de l'Everest, en plein hiver, sans vitres aux fenêtres, donc ils ferment des volets en bois qui sont très disjoints, qui laissent passer l'air, et il fait nuit en fait, hein, il fait très sombre dans les classes, et c'est pour ça que c'était tellement important d'apporter de la lumière. Je pense que vous avez vu aussi à quel point ces enfants jouent avec rien. Il n'y a absolument aucun matériel pédagogique, il y a vraiment très peu de choses. Juste avant le voyage, vous avez été nombreux à nous envoyer des dessins, des lettres, des photos. Certains ont envoyé des peluches, certains ont envoyé des stylos, des crayons. Donc on a vraiment voulu vous montrer la joie des enfants quand ils ont reçu ces dessins. C'était assez impressionnant. Je crois qu'ils ont été très interloqués de recevoir cela, que ça vienne de France. Enfin, c'était tellement... émouvant. Oui, c'était très émouvant pour eux. Ils étaient très surpris. Hein. Qu'est-ce que tu as ressenti, toi, Marcel ? Quand ils ont fait les dessins, ils ne savaient pas trop où ils allaient. Ils ont fait des dessins, on leur a dit on va donner aux écoles de France. Mais quand il y a eu le retour, c'est là où ils ont percuté un petit peu l'impact qu'ils vous avaient donné, quoi. Et ils étaient émerveillés d'avoir le retour, d'avoir des dessins, et puis de découvrir un petit peu les écoles de chez nous, complètement différentes de chez eux. Et puis, il y a eu même des petits carnets avec la ville, l'école, des photos. Vous avez fait un travail absolument remarquable en nous envoyant des photos, etc. Il y a des enfants qui ont passé un temps infini à regarder les photos de vos classes, de vous dans les classes, des routes. On avait des photos avec des routes, des autoroutes, des maisons, etc. Ils ont passé un temps infini à regarder ça. Je pense que c'était un cadeau absolument merveilleux. Alors, on a plein de questions. Comment les enfants vont-ils à l'école si c'est loin ? Ça, c'est pas de très loin, mais c'est étant donné que le village il est réparti sur le flanc de la montagne, l'école est à peu près au centre de l'ensemble, et puis les enfants, tous les jours, ils se déplacent. À titre indicatif, nous, quand on est monté de Tapting pour monter à Fatadje, on a mis plus de 2 heures à pied. Il y a plus de 300 mètres de dénivelé. Il faut s'imaginer qu'un enfant de Fatadje, quand il descend à Tapting pour aller à l'école, pour finir son cursus entre la 9e et la 10e, tous les jours, il fait au moins... Bon, il marche vite. Bon, il met bien 1h30 pour descendre et 1h30 pour remonter, quoi. Parce que oui, on est vraiment en plein dans l'Himalaya, et je peux vous assurer, pour avoir essayé de rejoindre un temple, que ça monte vraiment. Et les gens font tout à pied. Ils portent tout sur le dos. Ils portent des charges, mais hallucinante, hein. Vous aviez quelques photos dans le carnet de voyage. Ils font tout à pied, tout le temps. Ils portent du bois, ils portent des feuilles, et les gamins ont l'habitude tout le temps.
Là, je crois que vous avez à l'écran une photo que j'aime beaucoup. C'est Joseph, hein, qu'on resalue. Joseph qui avait eu la bonne idée d'amener des fils de Scooby-Doo dans ses bagages. Hein, dans les, Qui fait partie, oui. Voilà, dans 30 kilos de bagages, on arrive toujours à trouver, enfin Joseph trouve toujours de la place pour mettre des fils de Scooby-Doo. Et là, c'était la première fois que Joseph donnait des fils de Scooby-Doo. Et alors, c'est très très mignon parce que ces gamins gardent finalement assez peu pour eux. Ils vont chercher d'autres copains. Ils partagent, oui. Ils partagent. Tout le monde fait le Scooby-Doo, un Scooby-Doo. Et c'était un moment merveilleux. Vous aviez une photo à laquelle je suis très attachée dans le carnet de voyage. Vous aviez Joseph en train de monter. Il faisait un montage de lampe. Qu'est-ce qu'il faisait à ce moment-là? Sûrement les douilles. Oui, il montait une douille. Enfin, je ne sais pas trop ce qu'il fabriquait avec des fils, en tout cas. Et le gamin à côté qui était en train de faire ses fils de Scooby-Doo, c'était très bien. Alors, oui, on a une belle question. Comment font-ils pour travailler sans matériel? Que mettent-ils dans le cartable? Ils n'ont pas de cartable. Il n'y a pas de cartable, bien souvent. Ils viennent toujours avec ses petits cahiers. Il n'y a pas de livre d'histoire, il n'y a pas de livre de géographie. Ils viennent simplement le cahier et puis le crayon ou le crayon de papier, avec une petite règle. Ouais, c'est quand il y a ça, parce que parfois, il n'y a pas grand-chose. Nous, ce qu'on a vu souvent à l'école de Fatange, c'est que souvent les enseignants conservent les sortes de livres et les cahiers à l'école. Comme ça évite tous les voyages avec tout ce qui peut se passer, parce qu'il y a quand même des gamins qui marchent beaucoup. Il y avait une... Marcel, on a une question. Est-ce que la chanson qu'on a entendue dans le montage là, avait une signification particulière? C'est une chanson qui est très répandue au Népal. C'est presque l'hymne national. Dans n'importe quel village, n'importe quel enfant ou n'importe quelle personne au Népal, quand il a envie de chanter, il chante cette chanson. C'est une des premières qu'ils apprennent en fait. Mais c'est vrai qu'elle est chanter. très entraînante. Et puis quand on les voit danser déjà en plus avec cette chanson, c'est extraordinaire. Ah bon, on ne les a pas vus danser. J'ai oublié de faire danser les gamins. Non, mais c'est vrai. Alors, Marcel, tu me disais quelque chose pendant que la vidéo était en train de se projeter sur la manière dont les enfants reçoivent les Oui, effectivement. Chez nous, quand on donne quelque chose, on prend l'objet. Que là-bas, ils ne prennent jamais l'objet. Ils tendent la main, ils acceptent, ils reçoivent l'objet. Ils ne le prennent pas. Et à aucun moment, on pourra donner quelque chose à un enfant auquel il le prend. Il faut toujours lui poser dans l'intérieur de sa main. Ouais, c'est magnifique, ça. C'est une jolie histoire. C'est une reconnaissance. L'école est-elle gratuite? J'en sais rien. L'école n'est pas gratuite. Du fait que les parents doivent déjà acheter la tenue vestimentaire. Et puis, là-bas, c'est un comité. Ils ont un comité d'école avec un directeur, avec l'angevin, et les parents versent une certaine somme. D'accord. Et on a une autre question. Est-ce qu'ils apprennent les mêmes choses que les élèves français? Alors, moi, j'ai remarqué une chose, c'est déjà, dans toutes les classes, vous avez des panneaux en népalais et vous avez des panneaux en anglais. Ils apprennent l'anglais dès le premier âge. Tout de suite. Ensuite, ils apprennent... Moi, j'ai vu des panneaux d'histoire. Ils avaient tous les rois népalais. Oui, j'ai vu ça. Puisque maintenant, il n'y a plus de roi, puisque c'est démocratique. Voilà, mais ils avaient quand même... Il y avait un cours avec... On voyait les... C'était royaliste. C'était royaliste avant. J'ai vu un panneau de géographie sur la carte du Népal. Oui. Dans aucune classe... Vous avez vu dans les affichages, c'est quand même, il y a très 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 peu de choses. Dans aucune classe, je n'ai vu par exemple une carte du monde. Non. Pas ça. Ce qui est assez marrant, c'est quand on dit qu'on vient de France, et puis qu'on leur demande où est-ce que c'est, ils sont incapables, c'est déjà tout petit, hein, et ils savent pas du tout où le situer, quoi. Ouais. Donc, je pense que leur programme est quand même très très différent. Leur alphabet est super compliqué. Je me le suis fait expliquer par une des enseignantes. Alors, ils ont beaucoup plus de lettres que nous. Ils en ont 3 fois plus. Oui, oui. Et ils ont beaucoup de lettres qui sont très difficiles à prononcer. Enfin, déjà, à écrire, c'est pas simple du tout, le népalais, parce que leur alphabet est totalement différent. Ce sont souvent, finalement, des lettres qui sont plus phonétiques. Alors, vous allez avoir le K, le K, des choses comme ça, qui sont très difficiles à reproduire. Donc, c'est vraiment une habitude. C'est une langue qui est difficile à apprendre, vraiment. Donc, pour les gamins qui apprennent à lire, c'est pas simple. Ah, Marcel, une autre question. Combien d'élèves par classe? Tout dépend des villages. On s'est retrouvé avec des villages auxquels ils sont une trentaine de jeunes enfants qui rentrent à l'école. Et dans certains villages, il y a tellement de jeunes, il y en a qui vont à l'école que le matin, il y en a qui vont à l'école l'après-midi, ou qui vont... Tout dépend de la région, tout dépend du district. Ouais. Là, sur Fantagé, à vrai dire,
Quand on y est intervenu, c'était les vacances déjà. Il y a eu des enfants qui sont arrivés, mais ils étaient quoi, une quinzaine à peu près par classe. D'autres, il y avait un petit peu moins, mais il n'y avait pas toute la totalité des écoles. Puisque bien souvent, les enfants, quand ils sont à l'école, après, ils profitent des vacances pour aller soit sur Katmandou, ou soit dans la famille, un petit peu. Alors, on a une autre une question. Est-ce que ce sont vos photos? Ben oui, ce sont nos photos. Ce sont les photos qu'on a prises en sortant nos petits doigts et alors qu'on avait quand même souvent très très froid. Non, puis Marcel, il y en a plein d'autres encore. qu'as-tu vu comme animaux au départ? Alors attendez, avant que Marcel réponde, vous avez vu nos deux petites chèvres. Alors ces deux petites biquettes-là, en fait, elles étaient dans le village. Elles ont fait les 400 coups, elles. Hein. Alors, on les voyait. Bizarrement, c'était deux petites chèvres qui étaient en liberté. Oui, Et alors, elles se baladaient partout. Et en fait, là où vous les avez vues au début du film, c'était le bâtiment des enseignants le bâtiment des enseignants était à l'étage. Et en fait, comme j'étais devant l'escalier pour les prendre en vidéo, elles n'avaient pas d'autre solution. Elles n'ont pas osé passer devant moi dans l'escalier. Donc, elles sont parties dans la salle des professeurs. Bon, il y avait toujours des trucs à grignoter, hein, parce que Marcel et Joseph laissent souvent des fils électriques par terre. On se demande bien pourquoi. Bref. Merci. Voilà, ça c'est dit. Marcel, est-ce que tu as vu d'autres animaux? Les animaux sur Fantagy, très peu. Très peu en dehors des gypaèdes. Des gypaèdes, je sais qu'il y a du tétra. Puisque là, pendant mes treks où je faisais avant, j'ai vu du tréca, j'ai vu un peu des boutins, des marmottes du côté de Manaslu. Ceux qui connaissent les marmottes, elles sifflent, mais là-bas, je ne les ai jamais entendues siffler. Oui, voilà, spécialité népalaise, la marmotte népalaise ne siffle pas, c'est comme ça. J'ai jamais vu. Mais en dehors de ça, c'est très difficile de voir des animaux. Bon, du yak, il y en a. Pas à cette altitude, pas à l'altitude où on est. Non, parce que le yak, il est utilisé bien souvent comme portage. C'est plus du yak sauvage. C'est du semi... Dans le village de Fatande, j'avais quelques vaches. Alors bizarrement, les vaches ne sont pas du tout en liberté. Ils les laissent vraiment attachées au piquet. Et ce sont les Népalais, souvent les femmes et les hommes. Les femmes qui nourrissent. Oui. Les femmes qui vont dans la montagne chercher des feuillages, qui les ramènent avec des hauteurs mais vertigineuses sur le dos et qui les importent aux animaux. Donc voilà. Mais sinon, les vaches ne sont pas du tout en liberté. On a vraiment le sentiment que tous les espaces qui peuvent être cultivés sont cultivés. Il faut dire que là-bas, il n'y a pas de pré comme chez nous. On ne met pas 10, 12 vaches dans un pré clôturé et tout. Il n'y a pas de clôture, il n'y a pas de parc. Quand ils font brouter des animaux, c'est contre les talus auquel les vaches se promènent et ils sont tenus en laisse. Ouais, c'est ça. Alors, on nous demande, avez-vous mangé des spécialités népalaises? Oh oui. Oh là là, oui. Alors, Marcel raconte les spécialités népalaises. Il y a déjà le plat traditionnel qui est le dalbat. Dalbat qui est fait avec du riz, des lentilles, puis quelques petites pommes de terre, un petit peu de verdure, et avec une sauce aux lentilles. Quoi. Et on prend le riz à la main. Bien souvent, le vrai Népalais, il fait ça. Il trempe le riz dans la sauce et il l'apporte directement à la bouche. La cuillère, la fourchette, c'est obsolète là-bas. En fait, quand on était là-bas, on a été logé chez les habitants. Et vous voyez, au mois d'avril, on a vraiment l'impression qu'on est à la fin des réserves de nourriture. Donc, par exemple, il n'y avait pas du tout de fruits, pas du tout de légumes. Ah, c'est en altitude. Vraiment, on est en altitude, aucun laitage. Donc, nous avons mangé du riz. Du riz. Du riz. Et du riz. Et du riz. Et le matin, on avait une petite sorte de... Une galette. Ce qu'on appelle un chapati. Voilà, une galette. Fort heureusement, Joseph, soit remercié encore de cela, avait à Katmandou acheté du miel qu'on arrivait à mettre un peu sur notre galette. Et on boit du thé ou de l'eau chaude. Et c'est tout. Et c'est vrai que... Bon, après, ils font des momos. Des momos, ce sont des petits croissants de pâte avec soit de la viande dedans ou des légumes. Mais quand il y a de la viande, c'est un petit peu fête. Ouais, c'est la Parce fête. que bon, ils ne mangent pas de la viande tous les jours. Ils sont quand même principalement végétariens. Hein. Puis des pâtes, quoi, des pâtes. Ouais, des pâtes, ouais. Alors, avant de continuer, j'aimerais qu'on lance un deuxième sondage. Le deuxième sondage, ce serait le suivant. C'est, avez-vous été surpris par la quantité de piles et batteries usagées collectées dans votre établissement scolaire?
Donc on répète, c'est avez-vous été surpris par la quantité de piles et batteries usagées collectées dans votre établissement? Vous répondez par oui ou par non. Alors, dis-moi Marcel, on a une autre question, c'est si on revient sur les travaux, à vous, les électriciens, qu'est-ce que ça vous fait quand ça s'éclaire? Déjà une satisfaction pour nous. Parce que bon, on n'a pas fait d'erreur. Il n'y a pas de court-circuit. Si tout fonctionne, déjà, on est déjà content. Après, le fait de mettre de la lumière, les gens, ils le savent. Ils savent quand est-ce qu'on met en route, quand est-ce qu'on va faire. Et la population, elle vient voir un petit peu la fin des travaux, quoi. Et puis la surprise générale, c'est de voir déjà toute une salle qui était dans le noir, qui éclaire comme en plein jour, quoi. Et les enfants sont tout heureux de se remettre assis et puis de regarder un petit peu. Au moins, ils voient leur cahier, quoi. C'est ça qui est impressionnant. Mais c'est toujours une satisfaction pour nous déjà d'avoir fait notre BA et puis le plaisir de voir le sourire et la béatitude de toute cette population qui reste devant ne serait-ce qu'une ampoule, tout émerveillé, quoi. Est-ce que ça reste quelque chose de très émouvant pour, Très émouvant, toi? oui, très émouvant. Tout le temps, ça fait plusieurs missions que je fais au Népal et autres. À chaque fois, c'est toujours une satisfaction. Et puis c'est très ému, quoi, très ému de voir la population, les réactions des gens, quoi. On a tellement l'habitude, nous, d'appuyer sur un bouton, de tourner un robinet, d'avoir de l'eau et autres, que là-bas, le fait d'appuyer sur ce bouton puis de voir de la lumière, je ne veux pas dire pour la première fois, mais chez eux, c'est vraiment une merveille, quoi. Et comment les villageois réagissent? Ils expriment beaucoup de choses ou les Népalais... je ne veux pas dire qu'ils sont timides, mais ils sont très discrets. Ouais. Intérieurement, ils sont très contents, puisque après, bon, ils font la fête, ils dansent, ils sont très heureux. Ils ne savent plus comment nous remercier. Et ils ont beau nous dire, vous revenez, vous serez toujours la bienvenue, et autres. Mais ils le disent après, quoi. Mais sur le coup, ils restent très discrets. Et les enfants, donc ils s'assoient aux tables et puis ils regardent. Et qu'est-ce qu'ils font aussi? Oui, ils sont émerveillés, ils regardent la lampe. C'est un changement, quoi, hein. On passe du jour à la nuit. C'est terrible, quoi. Et qu'est-ce que la lumière va vraiment changer dans leur vie? Beaucoup de choses. Du fait que là-bas, bon, tu as vu, la température, elle est fraîche. Alors, quand il fait froid comme ça, on est obligé de fermer les volets. Quand on ferme les volets, ça s'assombrit. La classe est dans le noir. Les enfants travaillent dans la pénombre. Le fait de mettre déjà la lumière, déjà, ils peuvent fermer les volets, ne plus avoir froid, ne travailler déjà correctement. L'instituteur est déjà, avec les prises qu'on installe, l'instituteur pourra travailler avec un portable, faire des cours différemment, faire des publications au niveau des photocopies et autres. Ça va apporter beaucoup de choses, quoi. Une amélioration dans le travail au niveau des instituteurs et certainement une amélioration dans les études des enfants, quoi. Est-ce que ça permet aux instituteurs de rester dans un village? Bien sûr, oui. Parce que là, le problème, c'est un petit peu l'exode de ces gens-là, quoi. Déjà, ils sont placés par le gouvernement et d'autres parties. Quand il y a manque d'instituteurs, ce sont certaines associations qui emploient des instituteurs pour qu'ils puissent intervenir dans ces villages-là. Et le fait qu'il n'y ait pas d'électricité, que la difficulté dans les villages de vivre, et puis les contraintes qu'il peut y avoir, les instituteurs, ils ont plus tendance à aller dans le centre-ville, sur Katmandou et autres, et puis d'avoir toutes les commodités, avoir de l'électricité, et puis d'enseigner, quoi. C'est clair que quand on amène de l'électricité dans une école, ça permet à l'enseignant de rester, donc voilà. Les enfants continueront à avoir des enseignants. On retient un peu les enseignants et puis on leur permet de travailler dans des conditions tout à fait normales. Alors on parle de l'école, mais j'aimerais aussi que tu nous parles du centre de santé, enfin des centres de santé, oui, bien parce sûr. Que moi j'ai découvert dans le centre de santé de Fatange que en fait il y avait absolument aucune lumière avant le passage d'Électriciens sans frontières, mais par exemple dans la salle où les femmes viennent accoucher, alors il faut imaginer des choses qui sont aussi très
tout est dans un très grand dénuement. Et ça a permis, par exemple, parce que n'oubliez pas qu'il n'y a pas de chauffage, dans les classes, il n'y a pas de chauffage, hein, ça non plus. Il n'y a pas de chauffage dans les maisons non plus, c'est comme ça. Eh bien, dans la salle où les jeunes femmes peuvent venir accoucher, il n'y avait pas de chauffage pour le bébé. Et d'apporter de la lumière, qu'est-ce que ça a permis? Raconte-nous, parce que ça m'a beaucoup ému. Déjà, oui, effectivement, parce que ça leur permet de mettre une lampe à infrarouge. Qui permettrait, au moment où la maman accouche, de mettre le bébé au chaud. Parce que là-bas, il n'y a pas de couveuse. Il n'y a rien. C'est juste une lampe un petit peu comme le réchauffement des frites dans les McDo, quoi. Alors, ils ont la lampe à infrarouge qui permet de garder le bébé à peu près au chaud. Parce qu'en fin de compte, ils accouchent aussi bien l'été que l'hiver. Et en hiver, quand il fait très froid, le bébé, ça tient ou ça ne tient pas. La particularité est qu'une femme, quand elle accouche, on ne lui donne pas un nom tout de suite. On attend 8 jours. 8 jours, si le gamin ou la gamine vit ou ne vit pas. Si elle vit au-delà de 8 jours, on lui donne un prénom. Après, elle a l'espoir de pouvoir vivre. Sinon, si elle meurt dans les 8 jours, elle meurt sans nom, sans rien. C'est la tradition. Alors, on nous demande combien de temps êtes-vous resté au Népal? Alors, on va parler des deux séries. La première mission à Tapting, on est resté 1 mois du fait qu'il fallait installer la microcentrale, qu'il fallait faire l'école secondaire de Tapting, plus l'école primaire. Et comme on a gagné de temps grâce à Archange, on a pu faire un petit peu sur le dispensaire. Et à Fatange du fait qu'on ait fait un tout petit peu sur le dispensaire, quand on est intervenu sur Fatange, qui était prévu pour 1 mois, on ne sommes restés que 3 semaines. Voilà, donc vous voyez, l'électrification, ça prend quand même vraiment beaucoup de temps. Avez-vous rencontré des problèmes? Toi, tu es très philosophe, je sais. Il n'y a jamais de problème. Je suis un peu ni avec Joseph, ni avec Marcel. Il n'y a jamais de problème, il trouve toujours des solutions. Parce que ça, il ne va pas vous le dire. Mais ça, c'est le propre d'un bénévole. Il trouve toujours des solutions, il n'y a jamais d'affolement à avoir. On agit un peu comme les Népalais, quoi. Il y a toujours une solution à un problème. Alors, quand on rencontre le problème, on y réfléchit. Et puis, si c'est un problème matériel et autres, s'il faut mettre un poteau, ou qu'il faut tirer un câble, ou avoir un accès quelque part, on en parle aux villageois. Et les villageois, c'est eux qui vont régler le problème. Tu peux nous raconter l'histoire du poteau qu'il a fallu mettre dans l'école? À Fort-Alger, quand on est arrivé, forcément, comme je vous disais, il y avait un bâtiment qui a été détruit, qui va être câblé par Outar, qui est un collègue électricien du Népalais. Et il y avait des bâtiments qui étaient neufs. Et le bâtiment, la séparation entre les deux bâtiments, on ne pouvait pas tirer un câble à la volée comme ça aurait été tout rangé. Et il nous fallait un poteau. Le fait d'en parler aux villageois, le lendemain, on avait les gosses avec le poteau sur le dos qui descendaient et puis qui posaient le poteau. Et il y avait d'autres personnes qui creusaient le trou. Et le poteau, dans la matinée, il était posé, et le câble, il faisait... Oui, ça c'est absolument magique. C'est-à-dire que d'où ce poteau est arrivé, nous ne savons pas. Comment l'information est passée des villageois à circuler, nous ne savons pas. Mais on a vu arriver le poteau qu'il fallait... Qu'il fallait bien. Qui allait bien, juste au moment où il fallait bien. Est-ce qu'on a plein de questions. Comment va Joseph? Mais Joseph, il va super bien. Qu'est-ce qu'il faisait Joseph, on l'a eu tout à l'heure au téléphone. On l'a eu, il était en train de récolter des groseilles, c'est ça? Oui, c'est ça. Joseph va super bien, je crois. Il doit rigoler là derrière son ordinateur. Je crois qu'il nous écoute là. Oui. On a une question importante. On a plein de questions. Le village a-t-il subi des séismes? Oui. Oui, du fait des bâtiments neufs. Alors, il y a eu un bâtiment qui était... quand on a fait l'identification en 2015, juste avant le séisme, on a eu des soucis parce que la mission, elle a été reculée un tout petit peu du fait du séisme parce qu'il y avait des priorités et il y avait des bâtiments qui étaient légèrement fissurés. Alors, avant de faire l'électrification de ces bâtiments-là, il fallait qu'on s'assure de la solidité de ces bâtiments auxquels il n'y ait pas de risque pour les élèves. Alors, il y a eu des bâtiments qui ont été détruits, d'autres bâtiments qui ont été construits, mais anti-séisme cette fois-ci. Dans le village, je crois que j'avais mis cette photo dans le carnet de voyage, sinon on vous la renverra. Dans le village, un petit peu en contrebas de l'école, il y avait une maison d'habitation avec une fissure monstrueuse qui était due au séisme. Donc oui, ce sont quand même des villages qui ont beaucoup souffert. Et à Katmandou, encore aujourd'hui, quand on arrive, ça fait triste. C'est difficile. C'est difficile. Il y a quand beaucoup de maisons par terre, beaucoup de briques par terre. Non, ça a beaucoup souffert. Le séisme a été d'une violence absolue. Alors, on a plein de choses encore.
Avant, elle est géniale cette question, comme toutes d'ailleurs. Avant l'électricité, y avait-il des lampes torches? Comment faisaient les enfants pour travailler dans le noir? Alors, les enfants n'avaient pas de lampe torche. Ils travaillaient dans la pénombre. Par contre, la population, les familles, parce que dans la maison, c'était aussi noir que dans l'école, ils avaient des lampes torches. Des lampes torches à pile. Maintenant, ils en ont toujours, mais qui sont à LED. Et puis, il y avait la lampe à pétrole. La pétrole et puis la lueur du feu auquel ils faisaient la cuisine. Voilà. Le point lumineux, c'était la cuisine. En dehors de ça, on se promenait avec une lampe torche pour aller dans une chambre ou pour aller dans une pièce. Et après, c'était fini, quoi. Et je peux vous dire qu'il fait vraiment très très nuit, parce que bien entendu, dans ces villages, il n'y a pas d'éclairage dans les ruelles, donc il fait très très nuit. Enfin, c'est vraiment une sensation de nuit totale quand on est là-bas. Et c'est vrai que le seul point, comme vient de dire Marcel, le seul point lumineux qu'on a dans les maisons, c'est le foyer, en fait. C'est là où ils font cuire les aliments, qui est une sorte de construction de four ouvert. C'est en terre cuite. Et ils mettent du bois comme ça dans un trou, et c'est par-dessus ce trou qu'ils posent les marmites. Donc tout est toujours très enfumé, ça pique souvent les yeux dans les maisons. Tout est très enfumé, très très noir, et c'est le seul point, ce point de cuisson, c'est le seul point de chauffage. Il n'y a rien d'autre dans les chambres, et je peux vous assurer qu'il fait vraiment super froid, parce que un duvet, 2 couettes, moi je me suis jamais réchauffée. Quand même. Dans la plupart des maisons, il n'y a pas de cheminée. Il n'y a pas de cheminée, non. Il y a la fumée qui monte dans la fêtière et ça reste, et ça s'évacue comme ça. C'est vraiment très très... Ah, est-ce que les Népalais sont croyants? Ah oui, oui, oui. Très croyants. Très. Et sur 2 religions, sur l'hindouisme et puis le bouddhisme. Voilà. Donc vous avez 2 grandes religions qui se partagent, mais il ne se passe pas une journée, par exemple, quand on est à Katmandou, qui regroupe quand même plus de personnes, bien entendu, puisque c'est la capitale, il ne se passe pas une journée sans qu'il y ait 3-4 personnes qui soient en train de faire un peu de musique, parce qu'ils sont en train de déposer des offrandes quelque part. Tous les matins, les Népalais déposent des offrandes quelque part. Tout le temps. Vous avez plein de petits temples un petit peu comme ça. Chaque magasin, leur petit temple. Chaque magasin a son temple. Dans la rue, il y en a d'autres. Tout le temps, chaque maison. Donc, ils sont extrêmement croyants. Alors, à quoi correspond la marque rouge sur le front? Ça, c'est très joli. Ça, c'est pour marquer les gosses. Oui, c'est quand... Vas-y, tu racontes, Marcel? Oui, parce que c'est un marquage, c'est pas religieux. Oui. C'est pas religieux, c'est juste pour les récompenser, pour savoir que l'élève, il a eu un prix. Et je peux vous dire qu'on en a eu, et quand on a voulu se laver, on était tout rouge. Ah, c'était atroce. Oui, c'est une pâte un peu grasse, c'est ça? C'est une poudre rouge. Et la poudre là, bien souvent, les hindouistes, ils se le mettent au milieu du front. Ils marquent. Et c'est une marque de religion, quoi. Parce que nous, aussi bien, on se promenait avec une croix pour marquer notre religion, qu'eux, ils se mettent une petite marque au milieu du front ou autre pour marquer leur religion. En tout cas, pendant la remise des prix, voilà, toutes ces marques qu'il y avait au fond, sur les fronts et les joues. Ils mettent d'abord le front, et après, l'institutrice pinçait les joues, comme ça, ce qui permettait de remettre des marques rouges. Et c'est vraiment une distinction, c'est un honneur. Il y a certaines mamans qui ont reçu la distinction à la place de leur enfant. Et c'est vraiment, voilà, c'est une distinction. Si vous avez eu un prix, c'était une bonne année scolaire. Voilà. On a une autre question, c'est ont-ils des médicaments? Effectivement, il y a des médicaments en ville. Mais les médicaments, c'est pas comme chez nous. On vient pas avec une ordonnance, les médicaments, et on s'en va. Les médicaments, là-bas, ils sont payants. Il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a rien. Si vous avez de l'argent pour acheter des médicaments, ça va. S'il n'y a pas, on essaye de passer le temps. Et bien souvent, les gens, ils passent des jours et des jours. Les enfants, on ne les voit pas trop là, mais il y a beaucoup d'enfants qui sont enrhumés. Ils sont enrhumés, la morphe, elle coule, elle remonte, elle coule. Ça fait que ça, et il n'y a pas de moyen pour les soigner, quoi. Et puis on ne va pas en ville pour soigner un petit rhume. Les conditions de vie sont vraiment très 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 rudes. C'est assez particulier. Alors, comment les enfants, on a une question, comment les enfants ont réagi quand ils ont vu la lumière? Ont-ils été éblouis? Ça, c'est joli, ça. Peut-être pas éblouis, mais émerveillés. C'est vrai que le fait de voir la lumière dans sa classe, dans sa propre classe, et puis de pouvoir travailler comme si on était en plein jour, et puis à l'abri du vent, à l'abri du froid, c'est quelque chose qui est extraordinaire pour eux, quoi. C'est pas grand-chose, mais c'est tout le paradis, quoi. Il y a une belle question aussi, c'est y a-t-il un suivi des villages après les travaux? Ça, oui. C'est important. Oui, c'est très important pour nous.
À l'ESF, c'est ce qui tient un peu tout. Il nous faut de la pérennité au niveau du village. C'est-à-dire qu'on engage le comité de l'école, le comité électrique, parce que c'est un comité qui se crée. Ce sont des gens qui collectent un petit peu d'argent par rapport aux maisons. Pas grand-chose, 50 roupies, ça correspond même pas à un demi-euro par mois. Parce qu'il n'y a pas de compteur là-bas, il n'y a pas de compteur électrique, c'est un abonnement qu'ils ont. S'ils ont une ampoule, 2 ampoules par maison, ils vont payer 10, 15 roupies par ampoule. Et cet argent-là qui est collecté, ça permet de faire l'entretien au niveau de la microcentrale et puis de financer un petit peu l'école en cas où il y a une ampoule qui lâche, où il y a un petit accident, une douille qui casse ou autre. Et justement, là, quand on est arrivé à Fatange, tu es parti dans le centre de santé et là, j'aimerais bien que tu racontes ce que tu as découvert. Oui, effectivement, parce qu'ils sont très débrouillards. Il ne faut pas dire non plus qu'ils ne connaissent pas en électricité. Mais bon, ce qui est domino, ce qui fait raccordement à 2 fils, ils ne savent pas ce que c'est. Et quand on est arrivé, quand on a voulu couper le courant au disjoncteur principal, il y avait toujours de la lumière. Et là, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et quand on a démonté le disjoncteur, comme ils avaient un appareil électrique qui était surpuissant et qui déclenchait le disjoncteur, ils ont trouvé le moyen de bypasser le disjoncteur, de déconnecter, puis raccorder les 2 fils en même temps. Et après, ils avaient du courant. Après, côté sécurité, c'est difficile. Voilà, c'est là que moi j'ai vu Marcel faire la leçon à des Népalais en disant non mais ça c'est very important avec Joseph qui traduisait tout ça en anglais. Donc voilà, voilà, tous les deux ont repris un petit peu la main en disant qu'il fallait pas faire comme ça, que c'était dangereux, qu'ils allaient faire autrement, mais qu'il fallait pas en tout cas bricoler les installations. En tout cas oui, il y a un suivi en permanence et souvent d'ailleurs à l'occasion d'une mission. Par exemple, exactement ce que je vous ai raconté dans le carnet de voyage. Donc, à l'occasion de ce nouveau voyage à Fatange, Joseph et Marcel sont passés dans un orphelinat, une maison d'accueil d'enfants. Ça s'appelle l'APC. Voilà. Ils sont venus vérifier une installation qui avait été faite. Oui, qui a été faite en 2013. En 2013, voilà. Donc, ils sont venus vérifier. C'est là qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des petits soucis. Donc, il y a toujours un suivi. À chaque mission, en fait, Électriciens sans frontières va venir identifier un futur projet, vérifier un ancien projet et faire les travaux pour le projet dont il est question en particulier. Donc c'est un voyage. Le voyage est toujours hyper dense parce qu'il faut faire trois choses fondamentales en fait en même temps. Oui. Pour en venir à la conclusion, c'est que quand on est intervenu sur Fatange, nous sommes redescendus à Tapting pour vérifier un petit peu toute l'installation. Et du fait que dans quelques années, il y a une autre mission qui se fait non loin à une demi-journée, enfin une petite journée de marche de Tapting, quand on fera cette mission-là, on passera par Tapting et par Fatange pour vérifier un peu l'installation et voir le suivi. Le suivi, on le fait aussi par un cahier. On a fait des cahiers de doléances auxquels tout incident, l'instituteur ou la personne responsable met l'incidence sur le cahier, avec la date auquel il constate et la date auquel il y a la réparation. Et on a notre correspondant népalais qui est Outarré, qui est électricien. Si l'intervention est un peu trop dure ou un peu trop difficile pour eux, ils peuvent toujours l'appeler par téléphone et puis lui, il interviendra. Et il se fera payer par le comité électrique qui, lui, perçoit de l'argent par les villageois. Super. Alors, est-ce que les travaux continuent l'an prochain? Ça, c'est une autre question. Alors, pour l'instant, on est sur une mission qui s'appelle, qui est une association au ciel de Gunza qui nous a demandé. C'est un petit village de Gunza qui est à mi-chemin entre Tapting et Saleri, qui est toujours à l'est du Népal, de Katmandou. Et pour l'instant, le projet il est en cours de construction. Le devis de la microcentrale y a été fait. Reste à faire un devis au niveau de tout le matériel qu'il faut, parce qu'il faut en gros à peu près 700-800 mètres de câbles. Il faut 170 ampoules, 170 bots, enfin des bots, des boîtes, des interrupteurs, des prises. Ça demande énormément de matériel déjà collecté, à recenser et puis à évaluer. Et une fois que le projet sera validé par ESF Paris, là on pourra commencer à envisager de récolter des fonds déjà à côté de l'argent, et puis après d'envisager d'intervenir à l'école. C'est-à-dire que c'est des missions qui durent un peu plus de 2 ans, quoi. Alors, on nous demande quelle est la source de l'électricité. Est-ce que ce sont des panneaux solaires? Ah non, pas du tout. Au Népal, non, on n'utilise pas les panneaux solaires.
Là-bas, il y a beaucoup d'eau. Sauf, attends, je te corrige, sauf à Katmandou. Parce qu'à Katmandou, sur l'orphelinat, on était en panneaux solaires. Bien sûr, parce que... Mais pas dans les villages de Tapting et Fatanj. À Katmandou, on a mis des panneaux solaires du fait qu'on ne pouvait pas se capter sur une source ou sur un torrent. On a mis des panneaux solaires. C'était pour subvenir aux pannes électriques qu'il y avait dans la capitale. Parce qu'il faut se dire que là-bas, les pannes électriques dans la journée, c'est très souvent. Je crois que dans le carnet de route, on vous a mis des photos où vous avez vu les installations électriques qu'il y a dans les rues. Ça, c'est quand même une sorte d'énormes quantité de câbles qui font d'énormes nœuds comme ça. Enfin, c'est quand même assez particulier, les installations électriques. Mais voilà, comme on n'avait pas d'électricien sous la main, c'était ballot, on ne pouvait pas réparer tout ça. Tout à fait. Alors les panneaux électriques, on va pouvoir en mettre en Afrique, là où il y a beaucoup de soleil et puis que c'est chaud. Au Népal, là, qu'il y a de l'eau, et puis que c'est dans des vallées encaissées, on préfère les microcentrales, déjà qui reviennent beaucoup moins cher d'entretien et de rachat, parce que les panneaux solaires demandent des batteries pour restituer. Et à titre indicatif, quand on prend une batterie qui fait à peu près 140 ampères-heure, coûte à peu près entre 500 et 600 euros. Ce sont des batteries au gel, et la durée de vie par rapport aux températures extérieures, il faut compter entre 5 et 7 ans. C'est-à-dire que si on installe là, au bout de 7 ans, s'il faut racheter tout le stock de batteries, le villageois, il ne pourra pas. Ils n'ont pas les moyens. Donc au Népal, ce sont des petites... Des petites centrales hydrauliques. Que les électriciens appellent des peltriques. En fait, ce sont vraiment des petites... comme un petit moulin, finalement. C'est comme un moulin. Comme un moulin, avec des petits godets en métal. Et ils vont vraiment faire tourner ce petit moulin qui va être capable de générer derrière de l'électricité. Une chute d'eau. Ouais. On crée une chute d'eau qui vient intervenir sur cette petite roue-là, qui entraîne une génératrice. Et c'est elle qui produit le courant. Alors, suivant les capacités et suivant la grosseur du village, il y a des petites microcentrales qui est là, qui peut faire 3 kW. 3 kW, si vous regardez, c'est très très peu. Chez vous, avec 3 kW, vous ne savez pas vivre. Que là-bas, ne serait-ce que pour des ampoules, c'est largement assez, quoi. Et on arrive à faire quand il y a des grosses structures comme à Tapting, Fatanj, où il y a 3 écoles et un dispensaire, on arrive toujours à faire au moins 10 kW. 10 kW qui permet un tout petit peu au village d'avoir un petit peu de courant pour eux. Alors, on a une autre question là qui est... voilà. Est-ce que vous êtes triste quand vous avez quitté le village ? Toujours. C'est toujours, et on a toujours garde l'espoir de pouvoir revenir, de revoir un petit peu, ne serait-ce que les installations qui sont toujours en bon état, et puis en fonctionnement, puis de revoir parce qu'en fin de compte, vivre un mois avec les villageois, même les enfants et autres, on en fait des amis, quoi. Ils sont très attachés. Les soirs, les enfants, ils viennent, ils nous accompagnent. Et puis, c'est toujours agréable de les voir avec un sourire, tout en sachant qu'ils ne sont pas dans la misère, mais ils ont des moyens limités, quoi. Moi, je vais dire que oui, aussi comme toi, j'ai été... triste, je ne sais pas, mais en tout cas extrêmement bouleversée. Moi, je suis partie un petit peu avant Marcel et Joseph. Et donc, il fallait remonter dans le 4x4 à 5h du matin. Et vers 4h30, le grand-père et la grand-mère qui nous accueillaient dans leur maison se sont levés pour nous faire une tasse d'eau chaude avant qu'on parte. Et puis, au moment de monter dans le 4x4, le grand-père m'a attrapé la main. D'abord, il nous a mis l'écharpe orange qu'on vous montrera tout à l'heure, qui est une écharpe de remerciement et de protection. Et puis, il m'a attrapé la main fort, et comme ça, on s'est regardé. Et là, je me suis dit, bon, on va pas pleurer tout de suite, mais c'était extrêmement émouvant, parce que c'est vrai qu'on partage un moment de vie, qu'on se rend compte de tout ce que l'on a par rapport à ces gens qui ont tellement moins que nous, et qui donnent tellement tout ce qu'ils ont, et qui sont d'une générosité incroyable, d'une humanité merveilleuse. Donc oui, je ne sais pas si c'est triste, parce que comme Marcel, j'espère que j'y retournerai, mais c'est en tout cas terriblement bouleversant. Alors, on a une réponse. La réponse au deuxième... Oui, c'était le deuxième sondage, je ne me trompe pas. C'était « Avez-vous été surpris par la quantité de piles et batteries usagées collectées dans votre établissement ?» 85%, vous nous répondez oui, 15% non.
85% qui disent oui. Je trouve que c'est magnifique aussi que cette opération Pile Solidaire puisse vous permettre de vous rendre compte de tout ce qui dort dans les tiroirs, dans les maisons, dans voilà, tout ce qu'on oublie d'aller mettre dans les bacs de collecte. Donc ça, c'est aussi un moment vraiment important. Alors écoutez, avant qu'on poursuive, parce que le temps quand même passe, ça fait déjà 1 heure qu'on est en ligne, j'aimerais bien qu'on vous lance la vidéo numéro 3, qui est une vidéo où vous allez suivre quelques étapes de travaux. Moi, je ferai le commentaire après. Mais voilà, Marcel, c'est exactement ce que je vais commenter. On vous laisse la surprise, donc on va vous lancer la 3e vidéo. J'ai pas prêté, j'ai pas regardé, j'ai pas... Bon là... On est en haut. Il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de jeu sur la ligne. Oh, waouh! On voit clair maintenant. Mettez-vous tous les 3 devant moi. Joseph, Outard, Yes, Marcel, yes. go. Qu'est-ce qu'on fasse? Bah rien, Oh, tu parles. juste comme ça. Tu parles. Comme ça? Comme ça. Oui. Bravo! Bravo. Go. On se regarde. धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद. Voilà, vous avez vu quelques instants des travaux. Alors, bon, vous avez retrouvé nos petites chèvres, hein, toujours présentes, surtout pour aller grignoter les fils. Voilà, on vous présente quand même les montagnes, voilà, tout de même. Hein, il ne sera pas dit qu'on finira cette émission sans que vous ayez vu la magnifique chaîne quand même himalayenne, hein, voilà, que Marcel s'est grimpé. Je ne sais pas si tu as fait tous les 7000, mais voilà, mais bon, là, il grimpe hein, fort, donc il me faisait un petit peu peur. Alors, on voudrait... moi, je vais vous raconter une anecdote. C'est-à-dire que dans les images que vous venez de voir, il y a un moment où vous voyez donc Outard qui met en marche, c'est quoi là? Le disjoncteur. Le disjoncteur, Le et principal. la lumière ne s'allume pas. Donc je pense que vous avez vu à l'image brutalement 3 électriciens qui se regardent un petit peu affolés. Alors, en principe, ça devrait marcher. Donc on entend l'interrupteur qui s'allume, qui s'éteint, jusqu'à ce que Marcel nous dise, et c'est à l'écran, il n'y a pas de jus, ça signifie il n'y a pas d'électricité sur la ligne. Alors que je rétablisse la vérité. Il y avait de l'électricité sur la ligne. C'était juste Monsieur Outard qui avait oublié de faire les branchements dans le disjoncteur. Voilà. Bah, Donc- c'était une double sécurité. Alors, attends, parce que maintenant il faut. Ah ben non, toi t'as toujours ça. pardon. Oui, c'était une double sécurité. Bon, bref, donc on rétablit la vérité. Mais moi, j'ai adoré ce moment parce qu'il y avait 3 électriciens totalement interloqués. Avant qu'on continue, nous avons été rejoints, comme par magie, par Monsieur Thierry Ève, qui est trésorier chez Électriciens sans frontières. Et on a été aussi rejoint par Monsieur Yann Caillot, qui est Monsieur Battery Box, qui va donc répondre à toutes les questions que vous avez sur le recyclage des piles. Et Monsieur Thierry Ève va répondre à toutes les questions un peu générales que vous pouvez avoir sur Électriciens sans frontières. Avant de leur donner la parole, il va falloir que je jette le micro d'un côté et de l'autre, donc on va faire du mieux qu'on va pouvoir. On en profite pour lancer un dernier sondage. Donc le tout dernier sondage, qui est tellement important pour nous, souhaitez-vous participer à la prochaine opération de piles solidaires l'année prochaine? Vous avez 2 réponses, oui ou oui. Non, je plaisante. Vous avez deux possibilités de réponse, c'est oui ou non. Mais on espère vraiment surtout avoir une réponse. Donc voilà, dernier sondage qui est lancé, on vous attend sur le chat. Alors, on y va, il y a plein de réponses. Comment est né Pile Solidaire? Je passe donc à Yann. Oui, donc Pile Solidaire est né il y a 3 ans.
et de la volonté de notre éco-organisme, Screlec Battery Box, de sensibiliser les plus jeunes, et donc les écoliers et les collégiens. Au départ, c'était les collégiens, mais on a élargi après aux écoles, de sensibiliser les écoliers et les collégiens au recyclage, évidemment, des piles et des batteries, et aussi à une action solidaire et leur faire découvrir ce que ça pouvait être. Voilà, puisque ça fait partie vraiment de notre mission de service public, de sensibiliser tout le monde au recyclage. Alors, on a une autre question. Pourquoi avoir choisi le Népal? Thierry, c'est à vous de répondre. Oui, pourquoi le Népal? Ça fait partie des pays où on est assez actif côté Électriciens sans frontières. Et en l'occurrence, pour s'intégrer au projet Pile Solidaire, on trouvait ça parfaitement adapté, puisqu'il s'agissait d'écoles, il s'agissait d'apporter l'électricité, et donc c'était un projet qui parlait à tout le monde. Super. Alors, on a encore une autre question. Quel temps faut-il mettre pour organiser ce projet? Là, je passe je peux tout le prendre. projet, un petit peu tout le monde. Vas-y, Oui, c'est un Marcel. peu tout le monde, mais le fait de créer un projet, déjà, il faut avoir une demande d'une association. C'est une association, comme là, à Tapting, c'est une association du Jura qui a fait une demande. À partir de là, de la demande, on a eu la chance de faire une mission sur DEOSA qui nous a permis d'aller faire visiter un petit peu toutes ces écoles, de faire l'identification et puis de voir le besoin qu'ils avaient. À partir de là, on demande la création d'un projet, une suite au compte-rendu qu'on a fait. Le projet, une fois créé, c'est là qu'on rassemble un petit peu tout l'ensemble. Déjà, toute la situation géographique, la géographie, la population, les enfants impactés, le nombre d'instituteurs. Il y a tout l'ensemble qui va créer le projet et qui va le valider. Suite à ça, on le présente à une commission qui est au niveau national, et c'est la commission nationale qui va valider ou pas valider, ou qui va poser des questions. Le projet peut être validé, mais avec réserve, c'est-à-dire que si la pérennité n'est pas bonne, il va falloir retrouver autre chose pour la pérennité, et puis leur apporter les preuves que le projet va perdurer dans le temps. À partir de là, une fois qu'il est validé, c'est là où on cherche de l'argent. C'est le plus difficile. Et c'est là que nous, on intervient, effectivement. Et voilà. À peu près un an avant, on va dire, la mission, Screlec Battery Box se met d'accord, et c'est ce qu'on est en train de faire actuellement avec Électriciens sans frontières pour le projet, sur quelle mission on va financer l'année prochaine. Voilà. Si je reprends la parole, grosso modo, entre le tout début pour Tapting Fatange, le tout début et maintenant que c'est terminé, c'était combien d'années? On a compté à peu près 2 ans et demi. Disons qu'on a été retardé avec le tremblement de terre qu'il y a eu, puisque en fin de compte, tous les aides et tous les fonds ont été partis pour le tremblement de terre, alors que la mission sur Tapting, elle n'était pas une priorité. Après, le fait de trouver une fois qu'on a trouvé les fonds, après, comment ça s'appelle donc, il faut faire une estimation un petit peu au niveau du temps, du voyage, et puis comme là-bas, le roupie, qui est la monnaie locale, ça varie beaucoup. Alors quand on fait une estimation, on est plus ou moins bon ou pas bon, quoi. Alors des milliers de détails qui sont. Il faut jouer avec tout ça, quoi. Ouais. Yann, une question pour toi. Comment fait-on pour transformer les piles en électricité ou en argent? Tu es magicien? Non, j'ai pas de baguette magique, mais simplement, ce qu'il faut simplement comprendre, c'est qu'on ne transforme pas les piles en argent. Simplement, nous, notre mission de service public, c'est de recycler les piles, c'est de sensibiliser les élèves. Et à ce titre, on a décidé de valoriser cette aide, et on est pleinement dans notre métier, je dirais, avec cette opération de sensibilisation des jeunes, on va dire des recycleurs de demain, d'aujourd'hui et de demain. Et donc nous, on prend l'engagement, mais on le fait sur nos fonds. Et nos fonds, simplement, viennent de l'éco-contribution qui est payée par vous et nous, voilà, sur chaque paquet de piles acheté. Alors, c'est pas grand-chose, hein, c'est moins d'1 centime par pile, donc c'est 3 centimes et demi sur un blister de 4 piles. Mais c'est ça, en fait, qui nous permet de financer aujourd'hui Pile Solidaire. Voilà, donc j'ai pas de baguette magique, non. Tu lis la question, là? Vas-y. Alors, que faites-vous des piles? Oui, c'est une très bonne question, parce que le recyclage des piles, on a beaucoup de questions autour de ça. Globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que les piles vont d'abord être collectées par Screlec Battery Box. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui dans les écoles, ou ce qu'on peut faire au quotidien, évidemment, dans des supermarchés,
dans des déchetteries ou autres. D'abord, il y a cet enlèvement, il y a la collecte. Ensuite, on les trie par technologie. Donc, parce qu'on récupère des piles différentes. On récupère les piles alcalines ou salines, qui sont les plus courantes, mais aussi des batteries lithium, des petites batteries NICD ou autres. On les trie par technologie. Et là, après, elles sont envoyées dans des usines de retraitement en France. Donc, on a des usines qui sont spécialisées sur le lithium, des usines qui sont spécialisées sur le NICD, des usines qui font de l'alcaline saline. Certaines usines font un peu les 3 ou 4 technologies. Mais globalement, le but, c'est vraiment de récupérer les métaux contenus dans ces piles, alors essentiellement des métaux, ou des plastiques aussi quand même, puisqu'il y a des coques plastiques, et évidemment de revaloriser ces métaux. Alors ces métaux, évidemment, parce que c'est souvent une question qui nous est posée aussi, qu'est-ce qu'on en fait après? Nous les revendons, donc nous avons une ressource quand même de ce côté-là, mais qui représente uniquement une quinzaine de pourcents de notre chiffre d'affaires. L'essentiel de nos fonds vient de l'éco-contribution payée par vous et nous. Voilà. Attends, il faut que j'attrape ça. Alors, le nombre de tonnes collectées, j'imagine que cette question, c'est surtout pour le nombre de tonnes collectées cette année. Alors, moi, je connais quelques chiffres. Donc, il y a 52 tonnes, tu me corriges, Yann, 52 tonnes du pointage d'hier qui ont été enlevées déjà dans les écoles. Il y a 73 tonnes, plus de 73 tonnes qui sont annoncées. Parfois, il y a des petits deltas, vous savez, entre ce que vous avez mis dans les cartons et ce qui est réellement pesé dans les centres de recyclage, c'est ça. Donc voilà, il y a des petits deltas, mais il y a encore beaucoup de cartons à venir chercher. Et je peux vous dire que tout le monde travaille fort ici pour venir chercher tous vos cartons. Le nombre d'établissements inscrits, alors ça, c'était très simple, 1418, vous avez été à vous inscrire et je pense que vous auriez été un petit peu plus nombreux, mais en réalité, on a été obligé d'arrêter les inscriptions parce qu'on n'avait plus du tout d'outils pédagogiques à vous envoyer. Donc les affiches que vous voyez derrière moi, etc., on n'avait plus rien à vous envoyer. Donc ça a été un peu, voilà, on a dépassé par le succès, mais on est bien sûr. Alors maintenant, Yann, ça, je pense que ça va être pour toi. Combien d'argent ? Alors, en fait, nous, on avait un engagement avec ESF de financer la mission Adapting à hauteur minimum de 17 000 €. On s'était engagé au nom des élèves, en fait, voilà, en disant on sait que ça va réussir. Et on s'est engagé autour de 17 000 €. Et au final, l'enveloppe sera autour de 25 000 €. Ça va dépendre exactement des tonnes. Mais je pense que ça représente une bonne partie de l'avance financière qui est faite pour cette mission. Je vais peut-être laisser Thierry en parler un petit peu, parce qu'il y a à la fois évidemment tout ce qui est financier, les ressources financières que nous on peut apporter, et il y a évidemment tout ce qui est valorisé, tout ce que fait Marcel, voilà, ou Joseph, et tous les autres qui représentent évidemment une enveloppe beaucoup plus grande pour la mission. Mais... Alors, Thierry, en même temps, vous avez une autre question, c'est quel est le lieu de la prochaine édition? Est-ce que ce sera au Népal? Et la question pas simple à répondre, comment choisissez-vous le pays? Oui, alors non, effectivement, c'est pas simple. C'est-à-dire la prochaine édition au Népal, je ne sais pas encore, en fait. Parce que ce qui est important de se dire, c'est que c'est ce que disait Marcel tout à l'heure. En fait, des projets, on en a déjà beaucoup dans les cartons. Parce que pour pouvoir arriver à une phase de réalisation de projet, il faut plusieurs années. Donc en fait, on se donne encore quelques mois pour réfléchir ensemble à comment on va trouver le projet qui, comme celui du Népal, collerait bien à la question pile solidaire pour pouvoir offrir justement un outil pédagogique aux écoles intéressant. Comment on choisit le pays? En fait, le pays, on ne le choisit pas, c'est lui qui nous choisit en quelque sorte, puisque finalement, nous ne décidons pas d'intervenir dans tel ou tel pays. Comme l'a dit Marcel, on est toujours intervenu lorsqu'on a une sollicitation, qui est un besoin local. On ne s'impose pas dans un pays. Il faut que soit directement via un village dans un pays, soit via une association en France qui est en relais, on nous dise voilà, il doit y avoir quelque chose à faire pour apporter de l'électricité et ou de l'eau. Et nous, bah voilà, on prend notre temps, on prend notre évaluation très au sérieux, puisqu'il n'y a rien de pire que de faire croire à une association, à un village, qu'on va les équiper et de ne pas savoir le faire. Donc c'est pour ça que ça prend du temps, mais c'est vraiment la garantie indispensable si on veut que non seulement les gens puissent satisfaire leurs besoins,
mais qu'en plus, ça dure. Parce que Marcel, comme vous le voyez, il n'est pas toujours au Népal. Il revient en France après. Donc il faut que ça puisse continuer. De temps en temps. Super. Alors, je pense qu'on va en profiter pour avoir quand même le résultat du dernier sondage. Souhaitez-vous participer à Pile Solidaire l'année prochaine? Vous êtes 90% à avoir dit oui. On vous remercie 1000 fois. On vous remerciera d'ailleurs jamais assez. Donc ces 90%-là, on espère que vous allez foncer pour nous envoyer un mail sur l'adresse suivante, préinscription@pilesolidaire.org. Si vous avez un doute, vous plongez dans vos boîtes mail et vous retrouvez notre mail. Ou alors le numéro de téléphone toujours magique. N'oubliez pas qu'il y a des faits qui sont derrière. Le 01 48 86 10 15. Voilà. Alors, on a eu plein d'autres questions. C'était parce qu'on est sur le point de terminer cette émission. On a eu plein d'autres questions auxquelles on n'a pas pu vous apporter une réponse là tout de suite. Donc c'est promis, on va vous faire un bilan, on va vous répondre à tous dans un grand mail. Donc ne vous affolez pas. Alors on n'a pas pu non plus citer les classes qui nous ont posé des questions parce que c'était juste impossible à faire. Alors là on va faire en revanche une dernière chose. J'aimerais beaucoup que sur ce plateau, s'ils nous entendent, il y ait Julien qui vienne, qu'il y ait Camille, qu'il y ait Aude. Voilà, qu'il y ait tout un tas de gens qui... alors, il en manque, mais je pense que c'est parce qu'on n'a pas eu le temps d'aller les chercher. Voilà, je voudrais que vous vous rendiez compte que Pile Solidaire, il y a les gens qui sont devant les projecteurs, Marcel, Joseph, moi qui ai eu la chance de partager un petit bout de leur mission, mais il y a aussi tous les gens qui travaillent tous les jours pour que ça fonctionne. Alors, je vous présente Aude. Aude, c'est la fée. C'est la fée qui répond à tout, qui vous trouve les codes quand ça ne marche pas, etc., qui répond à vos questions, ou qui appelle Camille, Julien, quand vous avez perdu vos mots de passe, et c'est eux qui vous les trouvent très rapidement. Alors, on n'a pas pu être rejoints, mais ce n'est pas très grave. Il y a aussi toutes les personnes qui s'occupent d'organiser les enlèvements. Et ça, c'est un travail de titan. Donc, est-ce que quelqu'un... Ah, voilà, les personnes des enlèvements arrivent, donc on va leur demander de se dépêcher. Alors, voilà, on fait de la place. Voilà, c'est tout ça, Pile Solidaire. Voilà, tout tombe derrière. Donc, voilà, vous avez toutes les personnes qui s'occupent des enlèvements, qui essayent de gérer les problèmes, qui reprogramment les choses, qui ont prévu de nouveaux cartons et tout. Voilà, Pile Solidaire, c'est tout ça. Nous, on vous remerciera jamais assez de tout ce que vous avez fait, de toute la mobilisation que vous avez eue, de toutes les actions que vous avez faites, de toutes ces dizaines de kilos que vous avez récoltés, de votre engagement. Je suis sûre que plus jamais vous n'oublierez qu'il faut recycler des piles. Plus jamais, j'espère qu'on va vous retrouver vraiment l'année prochaine pour une prochaine opération. Voilà, il y a quelques photos qui vont s'afficher du Népal parce qu'on avait vraiment envie de partager cela avec vous. Voilà, le Népal a été un très beau pays, mais il y en a plein d'autres où il y a des tonnes de besoins. On vous donne rendez-vous, on espère vraiment l'année prochaine. On vous souhaite tout le meilleur, une belle fin d'année scolaire, de très belles vacances. Et regardez ce monsieur qui vous salue et qui va vous porter chance. On vous dit à tout bientôt. Salut.